All right. D'accord. Donc, voilà, pour un petit brainstorming, on va répartir dans des petits groupes pour pouvoir discuter de ces questions-là. Vous pouvez noter surtout les questions. Et puis, une fois dans le groupe, là, vous allez échanger. On va prendre peut-être 6 à 7 minutes pour en discuter. Et puis, on revient en plénière pour pouvoir partager ce qu'on a discuté. Et les deux questions sont fondamentales pour la compréhension de ce qui encadre le métier d'enseignant et surtout aussi ce qui encadre le travail d'enseignement et de l'apprentissage. Alors, le scénario ici, c'est quoi? Vous voulez, par exemple, enseigner à un enfant de 15 ans pour qu'il puisse en tout cas savoir comment préparer le babenda et être à mesure de préparer le babenda. Bon, je suis un vrai fan du babenda. Ça ressemble à du jojo. Donc, que ce soit babenda ou jojo, c'est même peuple là. Donc, les questions que vous allez discuter en groupe, c'est qu'allez-vous enseigner à cet enfant-là pour qu'à la fin de l'enseignement, il ait le savoir passif. Il sait par exemple expliquer comment préparer le babenda et surtout le savoir actif qu'il soit à mesure de préparer le babenda. Donc, je souligne ces deux terminologies pour en tout cas nous rappeler un peu ce qu'on a appris à l'école primaire, puisqu'à l'école primaire, on nous enseignait qu'il y a 3 types de savoir. Donc, en enseignement, le savoir tout court, c'est tout simplement un savoir passif. Voilà. Par exemple, je sais par exemple que pour rouler le vélo, il faut monter sur le vélo, il faut pédaler et il faut garder le guidon. Ça, c'est un savoir que j'ai. C'est tout simplement un savoir. Maintenant, le savoir-faire, c'est aller monter sur un vrai vélo, pédaler avec les pieds et guider avec mes mains pour pouvoir aller d'un point A à B. Donc, si j'arrive à déplacer le vélo d'un point A à un point B en appliquant ce savoir-là, ça devient donc un savoir-faire. Donc, c'est la même chose pour le babenda. Si, par exemple, je peux t'expliquer de A à B comment préparer le babenda, eh bien, voilà, c'est un savoir passif. Pour que ça soit actif, il faut maintenant que je traduise ça, je mette ça en application. Donc, vous allez discuter comment est-ce que vous allez faire pour que l'enfant puisse avoir non seulement le savoir passif, mais qu'il puisse également transformer ça en savoir actif et préparer donc le babenda. Et ensuite, comment est-ce que vous allez l'enseigner? Il y a ce que vous allez l'enseigner pour qu'il sache préparer, mais comment est-ce que vous allez l'enseigner ça? Donc, vous discutez de ces deux-là et après, on pourra revenir pour en discuter. Est-ce qu'il y a des questions sur le travail de groupe? Si c'est OK, si c'est compris, vous mettez OK dans le chat. OK, c'est OK pour Jacob. Diabundi, OK, c'est OK pour Azus. OK. OK, je vois que Bondé, Jonas. D'accord, donc je vous mets en groupe et vous allez enseigner au retour de la discussion. Ce petit de Urudara doit savoir comment préparer le babenda. S'il ne sait pas comment préparer le babenda, eh bien, vous aurez échoué votre mission qui est de l'enseigner. Donc, dans l'enseignement, vous aurez un curriculum ou bien un syllabus qui vous donne ça comme mission. Ça veut dire que toute la mission que l'État vous donne là, c'est-à-dire l'objectif de votre mandat d'enseignant là, ça peut être résumé à une mission de ce genre. Ça veut dire on vous donne des élèves avec une mission de les préparer à pouvoir faire certaines choses en mathématiques, à pouvoir faire certaines choses ou en tout cas comprendre certaines choses en SVT, PC, etc., etc. Et chaque leçon viendra avec un objectif spécifique comme ce qui est dit dans ce scénario-là. Et maintenant, c'est à vous, en tant qu'enseignant, de pouvoir déterminer qu'est-ce que vous allez enseigner à ces enfants et comment est-ce que vous allez enseigner ces enfants pour qu'à la fin, quand l'État va demander de faire le point sur les résultats de votre enseignement là, que l'État puisse être satisfait que effectivement vous avez accompli la mission. Puisque si à la fin, cet enfant de Banfora préfère toujours les fruits sauvages que rentrer dans une cuisine pour sortir avec du babenda, il y aurait eu un échec quelque part.
Et donc, la première question est une question didactique et la deuxième question est une question pédagogique. Et avant qu'on ne parte à la correction, j'aimerais que les rapporteurs dans des groupes puissent nous expliquer ce que vous avez discuté pour le 1 et 2. Donc, à vous la parole. Groupe 1, le premier à parler, c'est le groupe 1. Les rapporteurs, qu'est-ce que vous avez discuté? Qu'est-ce que vous avez arrêté? Ok, si je ne me trompe pas, le groupe 1, c'est le groupe de Jonas, Ok. Patrick et Sonda. C'est ça. Ok, donc j'ai été désigné comme le rapporteur du groupe. Mhm. Et on s'est basé sur les trois savoirs pour expliquer à l'enfant de 15 ans ce qu'il doit savoir sur le barbel et comment le préparer. Donc, on a le savoir sain qui est là, qui est les différentes ressources que l'enfant doit d'abord savoir sur le barbel. Voilà, pour ne pas qu'il parte, utiliser les feuilles du menu pour vouloir préparer le barbel. Voilà, donc on a les différentes ressources, ça veut dire les feuilles et aussi tous les condiments. Avec s'il va utiliser du bois ou du charbon, donc tout ça c'est tout dans les ressources, ça c'est le savoir. Maintenant, on a aussi au niveau du savoir-être, comment est-ce qu'il doit se comporter quand il sera dans la cuisine. Il ne faut pas qu'il doit être, peut-être qu'il sera concentré sur son téléphone en train de suivre des vidéos TikTok et vouloir cuisiner à la fois. Donc on a le savoir-être qui est là. Et ensuite, maintenant, on a le savoir-faire. Ça, c'est comment maintenant cuisiner. On va l'apprendre dans cette troisième partie-là. Donc, on a essayé de répartir comment préparer le barbenda parmi tous ces trois savoirs-là. Donc, c'est-à-dire dans le savoir, ça consiste à chercher les feuilles et les condiments. Maintenant, deuxième partie, de savoir-être, comment il doit se comporter dans la cuisine. Maintenant, le troisième savoir, c'est comment cuisiner maintenant. Donc, en bref, c'est ce qu'on a eu à apporter. Ça marche. Super. Le deuxième groupe? Ok, groupe numéro 2, nous étions 4. Il y avait deux sommets Zumeba et sommet Kumfanuru. Je prononce mal. Il faut dire qu'on a été vraiment surpris du temps. Parce que le temps est terminé pendant nos discussions. Oh. Voilà. Nous, on a changé de sujet parce que le babenda, personne d'entre nous ne connaissait comment on prépare le babenda. C'est intéressant. On a changé par unanime, on a pris le taux. Puisque c'est que le taux, quand même, nous, on connaît. Pour ce que nous devons faire, premièrement, nous devons nous convaincre, lui prouver d'abord l'importance du taux. Voilà, l'important pour lui de préférer le taux que le spaghetti. Nous allons lui montrer l'importance du taux là. Et là, maintenant, on sait que pendant l'explication, lui-même, il aura le goût d'apprendre parce qu'il sait qu'on est en train de préparer du bon. Voilà. Et pour ce qui est du savoir passif, le matériel il doit connaître, il faut forcément avoir le feu, il faut forcément avoir de l'eau, il faut forcément avoir de la farine. Et ce n'est pas n'importe quelle eau. Si c'est du vrai taux, il faut forcément que ça soit du taux, de l'eau, de l'eau aigre pour avoir du bon. Voilà, etc. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de ne pas aussi mélanger avec les autres. Par exemple, prendre des feuilles de nimier pour pouvoir faire pour la sauce. Parce que le goût du taux dépend de la sauce, de sa sauce. Hein. Voilà. On n'a pas eu vraiment du temps à discuter. C'est ce qu'on a pu tenir. Ça marche. C'est déjà bien. Groupe 3. Groupe 3, nous étions 5 à discuter. Azus, Madame Yago, Lydia, Sanou et Dira. Bon, nous, notre discussion a été intense à la fin du temps, mais bon, on a eu à dire quelque chose quand même. Ok. On dit d'abord, premièrement, pour apprendre à un enfant, il faut d'abord demander à l'enfant ses prérequis, ce qu'il sait faire. Il faut d'abord lui demander ses prérequis, ensuite, et essayer de le motiver parce que tu peux essayer de l'apprendre, mais s'il n'est pas motivé, c'est zéro. Ensuite, maintenant, il faut créer la confiance en lui pour lui dire, oui, tu peux faire, tu peux le faire et tout. Donc, la première des choses, c'est connaître les prérequis. Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir faire un bon plat de babenda?
C'est comme ce que les autres ont déjà dit, c'est le feu et les marmites, les feuilles auxquelles on peut utiliser pour préparer le babenda avec et tout. Voilà, c'est ce qu'on a eu à dire avant que le temps ne puisse se couper. Si j'ai omis quelque chose que y a Madame Lydia qui peut ajouter. D'accord. Groupe 4. Ok. Bonsoir à tous et merci aux trois groupes. Moi, mon groupe était constitué de M. Drabo, M. Sommet, nous sommes deux Sommets, et puis un autre camarade, donc M. Richemont. Voilà, donc nous, on est parti de 2 points, voilà, ce qui concerne les savoirs théoriques et puis les savoirs pratiques. Mais d'abord, on a tenté d'introduire ce qui c'est que le babenda pour reprendre les mots du troisième groupe sur les prérequis. Faire savoir à l'apprenant que le babenda, c'est un type de repas, voilà, qui n'est pas quand même étranger au terroir, par exemple, et que, bon, en tout cas, sur l'important du babenda, en quelque sorte. Voilà, donc on a introduit le babenda et on a posé maintenant quelle peut être la méthodologie pour pouvoir quand même préparer le babenda. Et cette méthodologie, on a présenté les ustensiles, ce qu'il faut. Ensuite, les éléments constitutifs du babenda, que ce soit les feuilles de courouche, etc., etc. Et ça englobe en même temps les différentes étapes de préparation de notre babenda. Et comme dernier point du savoir théorique, c'est la durée. C'est combien de minutes que la préparation du babenda va prendre, par exemple. Voilà. Donc, est-ce que c'est 30 minutes, c'est 40 minutes, c'est 1 heure de temps pour que l'apprenant au moins sache que, bon, s'il commence à telle heure, voici le nombre de temps qu'il faut pour que le babenda soit prêt. Voilà. Au titre des savoirs pratiques, d'après, on aime dire qu'il faut donner le bon exemple. Donc, dans notre groupe, on a dit qu'au moins, il faut que l'enseignant démontre, fait une démonstration comme sur le terrain de l'EPS, ce que les enseignants de l'EPS font avec les lycéens. Voilà. Pour que au moins l'apprenant puisse se sentir un peu à l'aise, se familiariser avec la sorte de babenda. Et après démonstration faite, on le met à l'épreuve. Voilà, du commençant donc les ustensiles, c'est-à-dire laver les ustensiles, laver les ingrédients, découper, etc. Jusqu'à et on note les manquements pour enfin quand même lui faire savoir de telle étape à telle étape, voici ce qui a réussi, voici ce qui n'a pas réussi. Et pour ce qui n'a pas réussi, voici ce qu'il faut faire pour améliorer. Et comme l'État aussi nous a surpris, on était sur sur cette pratique théorique et sur ce savoir pratique et puis bon, vous nous avez fermé la fenêtre. Ok. Donc il y a eu urgence et on devait sortir de la cuisine. Ok, merci beaucoup à tous les groupes. Eh bien, effectivement, c'est ce type de réflexion qu'on fait quand on veut planifier une leçon. C'est-à-dire, c'est exactement ce que vous avez fait en termes de qu'est-ce que je vais enseigner. Voici ce que le curriculum dit. Maintenant, qu'est-ce que je vais aller enseigner à mes enfants? Là, c'est vraiment exactement une question didactique et vous allez l'aborder tel que vous l'avez présenté là. Ensuite, comment est-ce que je vais enseigner ça? Je sais que je dois parler du simple present, du past perfect, je dois parler de complément d'objet direct, complément d'objet indirect. Je sais que je vais parler de tous ces éléments, mais comment est-ce que je vais le faire? Là, maintenant, on est dans la pédagogie. Donc, ces réflexions-là, ça doit toujours avoir lieu avant que vous ne preniez votre sac et puis votre moto pour pouvoir aller en classe. D'accord. Donc, du coup, il faut toujours ces réflexions. C'est une réflexion didactique et une réflexion. Mais quelque chose que groupe 2 a dit que j'aimerais qu'on discute un peu avant d'aller à la présentation. Ils disent que dans le groupe, personne ne sait comment préparer le babenda. Donc, ils ont changé de babenda à taux pour pouvoir donc enseigner. Alors, question que je pose à ceux qui sont déjà dans les classes, est-ce qu'il vous arrive que des leçons que le curriculum demande d'enseigner, vous ne soyez pas expert dans le domaine? Et quand c'est le cas, qu'est-ce que vous faites pour pouvoir vous
préparés à l'enseigner. Parce que ça, c'est un exercice, ils ont eu la possibilité de changer de sujet. Mais quand c'est un curriculum que l'État vous donne, et le sujet en question est un sujet que vous ne maîtrisez pas, comment est-ce que vous abordez le sujet? Comment est-ce que vous arrivez à vous préparer pour enseigner? Supposons changement climatique. Si vous n'êtes pas un expert en changement climatique, comment est-ce que vous vous préparez pour enseigner? Je serais ravi d'entendre Lydia, Drabo et tous ceux qui sont en classe. Vous pouvez activer le micro à tout moment. Ok. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Ok, moi, je voudrais donner mon expérience sur ce sujet-là. Comme vous l'avez dit tantôt, en fait, quand c'est le curriculum, il est, comme on dit, il est prescriptif. C'est-à-dire que ils ont donné, on ne peut pas changer. C'est à nous de s'adapter. Donc, je pense que dans ce sens-là, c'est à nous de se donner les moyens pour pouvoir assurer cette mission-là. Et cette mission-là, nous ne sommes pas isolés. Voilà, il y a des collègues, il y a les ressources qu'on peut trouver au niveau de l'Internet, il y a tout. Je pense que c'est à nous d'aller chercher le savoir là. Voilà, en vue maintenant de venir essayer de le transmettre. Ok. Autre contribution des collègues? Oui, je dirais la même chose que ce que le collègue a dit parce que en tout cas au Burkina, je pense que en fait le curriculum là, il n'est pas modifiable, il est très figé. Donc lorsqu'on a des difficultés, on peut demander à quelqu'un d'autre qui a plus d'expérience dans l'enseignement, comment est-ce que tu donnes ce cours, comment je peux m'y prendre, et on demande un partage d'expérience avec d'autres personnes pour s'en sortir. Sinon, si on change et les inspecteurs passent, voilà, on ne va pas s'entendre. Ok. Donc, déjà, c'est pour dire à ceux qui ne sont pas encore dans le domaine que l'expérience que le groupe 2 a vécue là, c'est une expérience réelle que vous allez vivre en tant que vacataire ou en tant qu'enseignant. Parce que vous ne serez pas toujours expert de tous les sujets. Donc, la difficulté qu'ils ont eu, vous allez rencontrer cette difficulté. La solution que Drabo et Madame Yago proposent est que, vous avez la possibilité de faire des recherches vous-même sur le sujet pour pouvoir vous cultiver et savoir qu'est-ce que vous allez enseigner et comment est-ce que vous allez l'enseigner. Ça, c'est un. Deuxièmement, ils disent que vous avez la possibilité aussi de consulter d'autres enseignants ou des experts qui pourraient vous éduquer sur la question. Ça veut dire quoi? Si vous êtes à l'école et on vous demande d'enseigner, disons, le changement climatique, et vous savez que vous n'êtes pas un expert en changement climatique, vous ne savez pas qu'est-ce qui rentre en compte dans la question de changement climatique, eh bien, vous questionnez Google. Google va vous donner quelques réponses. Vous partez sur YouTube, vous allez avoir des réponses et vous contactez également des collègues qui enseignent le même module. Ça peut être des collègues qui enseignent la même matière ou alors vous pouvez contacter un géographe ou bien un prof d'SVT ou bien vous pouvez contacter l'encadreur agricole qui est au village pour pouvoir voilà, avoir des informations sur le changement, ou vous partez sur le site du ministère de l'Environnement pour voir s'il n'y a pas de documents sur le changement climatique. Bref, on ne peut pas dire on va changer de sujet quand on est enseignant. Donc, vous allez avoir ces difficultés et il y a des solutions qui existent. Donc, ça a été quelque chose de qui a permis de voir un peu ce qu'on peut rencontrer comme difficulté. Et je suis ravi en tout cas que Madame Yago et Drabo aient partagé certaines pratiques que vous pouvez adopter.